Il faut mettre fin à une grande mystification. Tout le monde emploie le vocabulaire social-libéral, mais personne ne sait en vrai ce que veut dire social-libéral. Donc je voudrais le préciser. Le social-libéralisme, quelqu'un est social-libéral quand il répond à la définition suivante. C'est quelqu'un qui serait de droite, et purement de droite, s'il y avait l'égalité des chances et la méritocratie dans le pays. Et comme il n'y a pas la parfaite égalité des chances et la parfaite méritocratie dans le pays, il est favorable à des politiques ciblées de gauche pour avoir davantage d'égalité des chances et de méritocratie. Un social-libéral au sens strict, c'est ça. Donc François Hollande n'est pas social-libéral, il est social-démocrate. Un social-démocrate, c'est quelqu'un qui considère qu'il faut introduire davantage de justice sociale et d'équité, voire d'égalité au cas par cas dans le système, mais par la réforme et non pas par la révolution. C'est la différence entre la gauche social-démocrate et la gauche socialiste. La gauche socialiste à la Montebourg, elle veut changer de système. Donc, est-ce que c'est dans l'ADN du centre? Ça dépend lequel. Il y a plusieurs familles du centre, en fait. La nébuleuse centriste. Hein. Pas forcément, parce qu'on emploie de vieilles étiquettes qui correspondent à des héritages, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Démocrates chrétiens, radicales, etc. Il y a moyen de faire plus simple. Vous avez en fait, le centre, c'est l'idéologie du compromis, pas forcément de la compromission, mais du compromis, du juste milieu, et l'idée que sur tout sujet, on peut mettre tout le monde autour d'une table et arriver à un équilibre entre les différents acteurs en présence et leurs intérêts divergents. Ça donne typiquement le Grenelle de l'environnement, dont d'ailleurs s'est occupé Jean-Louis Borloo. Alors vous avez le centre droit, qui lui préfère s'allier avec la droite. Vous avez l'extrême centre qui veut être non aligné et y aller tout seul. Vous avez le centre-gauche, en fait ça correspond grosso modo à François Hollande ou à quelqu'un comme Jean-Marie Bockel, qui d'ailleurs est à l'UDI. Et vous avez le centre écologiste qui est moins évident à repérer mais qui existe. Hein. Ah bon oui, bien sûr. Ce sont On les des connaît gens... moins. Oui, mais ça existe. Ce sont des gens comme par exemple, vous avez Daniel Cohn-Bendit en fait, qui en pratique est centre écologiste, qui s'est lui-même défini comme libéral libertaire. Le centre écologiste, c'est la vertu de modération appliquée au rapport à l'environnement. Ça n'a rien à voir avec l'écologie de gauche qui, elle, est plus sur un projet contre-capitaliste. Est-ce qu'on peut regretter aujourd'hui finalement de ne pas voir François Bayrou et Jean-Louis Borloo présenter leurs vœux ensemble? Ou alors, honnêtement, on pouvait s'y attendre. C'est plus que, franchement, c'est secondaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont déjà fait tous les plateaux télé, même le 20h de TF1 d'ailleurs, pour annoncer qu'ils allaient faire attelage commun. Je rappelle que c'est une alliance, hein, pas une fusion. À partir du moment où ils ont annoncé leur alliance stratégique, j'allais dire, pour les différentes élections, le fait qu'ils fassent leurs vœux ensemble ou séparément, c'est complètement secondaire, franchement. Et alors, expliquez-nous, vous qui connaissez bien le centre, où est-ce que c'en est l'alternative, ce mouvement donc, lancé par les deux hommes? Parce qu'on sait que voilà, François Bayrou et Jean-Louis Borloo, ce sont deux personnalités très fortes. Concrètement, et très différentes surtout, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que cet alliage, justement, est-ce qu'il est possible ou pas, selon vous? C'est vrai que ce sont des personnalités à la fois très fortes et j'ajouterais très différentes. C'est-à-dire que pour les téléspectateurs qui ont la mémoire du temps long de la politique, finalement, François Bayrou, c'est l'équivalent aujourd'hui de hier Jean Le Canuet. Idéologiquement et même en termes de tempérament. Jean-Louis Borloo, en fait, au niveau des idées, lui, pour le coup, c'est un social-libéral, contrairement à François Hollande. Et j'ajouterais que Jean-Louis Borloo, finalement, en termes de caractère, de façon de s'exprimer et de façon de gouverner, moi, il me fait énormément penser à Michel Rocard. Sur la méthode de gouvernance et même sur la façon de s'exprimer en fait. C'est quelqu'un qui réfléchit à l'autre quand il parle. C'est la question. Est-ce que c'est viable selon vous? Sur la question de savoir si l'alternative est viable, l'alternative UDI-MoDem, vous savez, la convergence des intérêts électoraux est un puissant moteur de stabilité des alliances. Et donc pour les municipales, les européennes, à mon avis, probablement les régionales aussi, et les cantonales, c'est quelque chose qui est appelé à durer. Pour l'élection présidentielle, je ne saurais pas vous répondre, d'abord parce que c'est dans tellement longtemps que c'est une éternité à l'échelle de la politique, de la vie politique, où le temps long c'est un an. Après, de mémoire, dans la charte de l'alternative, vous avez l'idée qu'il y aura une procédure commune pour désigner le candidat à l'élection présidentielle. Alors, moi, je me demande sincèrement laquelle ce sera, c'est-à-dire est-ce que ce sera une primaire à laquelle voteront les adhérents de l'UDI et du MoDem? Est-ce que ce sera ouvert à qui veut en chignant une charte, et ça c'est le modèle de la primaire socialiste? Est-ce que ce sera en participant à une primaire commune avec l'UMP? Je ne sais pas.
Sachant que François Bayrou, donc là, les enjeux, ce sont bien sûr les municipales. Il y a quelques points de tension, hein, quand même, quelques villes où c'est compliqué. On l'a vu même à Paris, ça a été compliqué par rapport entre Marielle de Sarnez, Nathalie Kosciusko-Morizet. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, François Bayrou et Jean-Luc Borloo, sur ces municipales? Ils ont réglé tous les problèmes? Oui, parce que en fait, pour les cas où il y avait le vrai cas où il pouvait se poser un souci, c'était les sortants de majorité de gauche qui étaient MoDem. Et pour cela, en fait, il n'y avait pas d'exclusion sur le fait de renouveler le bail avec la majorité sortante, mais pas pour autant d'investiture alternative UDI-MoDem, puisque là, il y a un ancrage d'alliance électorale centre-droit, c'est-à-dire allié avec la droite. On voit justement, je ne sais pas si on peut voir les images, Jean-Luc Borloo qui est en train d'arriver avec donc, les journalistes. On voit aussi bien sûr les proches de Jean-Luc Borloo, notamment je crois qu'on a vu Christian Saint-Etienne. Il va s'exprimer dans quelques instants. Bien sûr, vous allez pouvoir suivre cette conférence de presse en direct de Jean-Luc Borloo. Bien sûr, on attend la réaction du président de l'UDI à la conférence de presse de François Hollande et notamment ce fameux pacte de responsabilité pour les entreprises proposé par le président de la République. Jean-Luc Borloo a déjà dit pourquoi pas, on est prêt à soutenir François Hollande sur ce point-là. Voilà, Jean-Luc Borloo, vous voyez Thomas Guénolé aussi qui donc est un petit peu en retard, faut le dire. On attend toujours. C'est l'ordinaire du genre pour les conférences de presse, les vœux, pour qui que ce soit. En fait, si vous regardez bien, les événements politiques ou même les réunions politiques qui commencent à l'heure, c'est rarissime en fait. Ça n'arrive quasiment jamais. Et quels sont les enjeux qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Jean-Luc Borloo en 2014? De réussir sa municipale? Est-ce que, par exemple, il y a certaines villes que l'UDI ou le centre, l'alternative, pourrait gagner, selon vous? Alors là, je vais vous dire, la clé là, à ce niveau-là, à mon avis, ça va être les triangulaires avec le Front National, dans un certain nombre de villes. Et donc, c'est le premier enjeu, à mon avis, et le second enjeu, ça va être l'épouvantable foutoir, si vous me passez l'expression, de l'entre-deux tours. Parce qu'il y aura peut-être des villes où le Front National sera en position de gagner la mairie, et là, c'est l'UMP, et non pas l'UDI, qui va avoir de gros problèmes de positionnement entre ceux qui vont dire ni FN, ni gauche, ceux qui vont dire il faut voter pour la gauche parce que Front Républicain, ceux qui disent il faut maintenir notre liste, il faut se désister, ça va être un capharnaüm épouvantable. Et là-dessus, a priori, l'UDI et le MoDem seront sur une ligne de Front Républicain. Donc il va y avoir une divergence assez forte à ce niveau-là, qui est prévisible entre l'UMP d'un côté et l'attelage UDI-MoDem de l'autre. D'ailleurs, en fait, l'UDI à l'origine a été fondée, entre autres, sur une certaine radicalité, sans mauvais jeu de mots par rapport au parti radical, mais qui s'est appelé radical à une époque pour une raison. Il était radicalement républicain. L'idée donc d'affirmer refus de toute compromission à la fois sur les alliances et sur le terrain des idées vis-à-vis du Front National. D'ailleurs, en fait, Jean-Luc Borloo lui-même, à l'époque de l'entre-deux tours des cantonales de 2011, à l'époque où l'UMP était en train de dire de se déchirer entre le Nini, le Front Républicain, le je ne sais pas, le peut-être, etc., Jean-Luc Borloo avait fait une conférence de presse à l'époque pour dire pas une voix au Front National, Front Républicain, principe systématique. Donc c'est déjà une position relativement prévisible. Mais alors quels sont les enjeux en 2014 pour cette formation centriste? Je pense que ce sont surtout les européennes. Bien sûr. C'est le scrutin majeur à la fois pour des raisons d'opportunité tactique et pour des raisons idéologiques. Opportunité tactique parce que scrutin à la proportionnelle dans des grandes circonscriptions, c'est favorable au centre, alors que partout ailleurs, il a besoin d'un partenaire. Là, il peut y aller tout seul. D'accord. Donc il ne va pas y aller avec François Bayrou? Non. Le centre, dans sa globalité, parce que François Bayrou, il a pas mal de députés européens sortants. Le MoDem, il y en a quelques-uns quand même. Est-ce que du coup, comment ça va se gérer avec l'UDI? Par des listes d'investiture tout à fait classiquement. Est-ce que ça va du coup provoquer quelques tensions selon vous? Pas plus qu'ailleurs. Non, pas plus qu'ailleurs. Non, il n'y a pas de raison qu'il y ait des tensions, puisque en fait, l'UDI et le MoDem ont décidé de faire des listes européennes communes. Donc à partir du moment où c'est fait, Jean-Luc Borloo qui est à la tribune. On va donc écouter tout de suite le président de l'UDI pour donc ses vœux à la presse. Regardez. Chers amis, tout d'abord, bonne et heureuse année 2014 à vous toutes et à vous tous. Mes amis, essentiellement parlementaires de l'UDI, mais pas seulement, et à vous, les représentants de la presse, métier indispensable à notre démocratie et qui a été particulièrement secoué dans l'année 2013, y compris dans la chair d'un certain nombre de vos collègues. Et nous avons une pensée, évidemment, une mémoire pour eux. Mes premiers vœux iront, vous en doutez bien, à l'UDI.
plus d'1 an de travail, j'allais dire seulement 14 mois depuis la fête de la mutualité. 1 an d'effort, 1 an de volonté. Je crois qu'on peut mesurer l'importance du chemin parcouru. Plus de 50 000 militants, 95 fédérations, plus de 70 parlementaires, des milliers de candidats partout en France et des millions de sympathisants, prêts à mener les combats électoraux à nos côtés. Les premiers remerciements sont à toutes les chevilles ouvrières, connues ou moins connues, de ce grand processus, les Hervé, Yves, Philippe, Jean-Christophe, André, Jean, tous les François, Bertrand, Jean-Marie et tous les autres, vous vous reconnaîtrez tous. Nous avons su réaliser ce en quoi peu croyaient, réunir nos familles et nos chapelles et refonder la grande famille du Centre français. Ce centre indispensable à la vie politique de notre pays, profondément humaniste, profondément européen, j'y reviendrai, très rigoureux dans les comptes publics, mon cher Jean, convaincu qu'opposer l'économique et le social est une pure folie, courageux dans l'action, démocrate dans la méthode de décision et républicain en ce qui concerne les valeurs. Je note, à en croire les instituts, qu'à cette heure-ci en France, la formation politique dont les Français se sentent les plus proches est aujourd'hui l'Union des démocrates et indépendants. Et puis, c'est aussi le moment de la concrétisation d'un cheminement avec nos cousins du MoDem. Ce cheminement, c'est l'installation de l'alternative indispensable pour notre pays. Cette alternative se bâtit peu à peu, avec évidemment ses difficultés, c'est normal et c'est logique et nous le savions, mais se fait dans un état d'esprit constructif, positif et dont la règle essentielle n'est pas de regarder s'il y a des difficultés, mais de les surmonter une à une. C'est ça le propre des hommes de conviction et des femmes d'action. L'alternative n'est ni dans le rejet de l'autre ni dans les extrêmes. Elle n'est pas dans le clivage à court terme, même s'il y a des valeurs qui nous sont évidemment propres. Au fond, c'est quoi cette alternative? C'est l'analyse objective des situations, le diagnostic, la concertation, puis, après la concertation, la capacité de prendre des décisions réelles, fortes, courageuses, et dans l'exécution, une évaluation permanente, car c'est l'évaluation qui permet de mesurer les écarts et de rectifier les trajectoires. Cette force politique d'alternative républicaine, nous devons continuer à la construire car nous le devons à notre pays, à notre démocratie, à notre République, pour redonner un espoir. Sinon, le déclin moral, le déclin économique et social nous guettent, ainsi que la montée des extrêmes. Oui, l'alternative est le seul réel espoir alternatif de notre pays. Les Français, d'après le rapport du Cevipof, se disent ni de gauche ni de droite. Je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas des valeurs qui soient clairement dissociées, notamment sur les sujets de société. Mais en tous les cas, ce que veut dire ce 75% ni de droite ni de gauche, ça veut dire que dans l'action publique, ils demandent que nous soyons parfois capables de nous réunir, car ce qui leur importe avant tout, c'est l'avenir de leurs enfants et que notre pays se remette en mouvement et retrouve sa place. 2014 ne doit pas être l'année du tournis, comme en 2013, mais l'année du tournant d'une France qui se remet en mouvement. 2014 a commencé par une bonne nouvelle, par une révélation. Les démocrates chrétiens ici présents y seront sensibles. Le président de la République est passé aux aveux. Il reconnaît qu'il y a une crise économique gigantesque 2008-2010. Il vient de découvrir que le matraquage fiscal était une pure folie, que trop d'impôts tue l'impôt et que l'entreprise et les entrepreneurs, quelle que soit leur taille ou leur secteur, sont une richesse essentielle pour notre pays. Il a enfin reconnu qu'il ne fallait plus opposer l'économique et le social, que ces boîtes à outils successives étaient inefficaces. Bref, il a annoncé tourner le dos à la politique menée jusqu'à présent.
Heureusement, alors que le souffle de la reprise souffle partout dans le monde, la France stagne, passant d'une crise d'une violence inouïe il y a quelques années à un sentiment en réalité de grand malaise. Si ce n'est pas de la pure rhétorique, c'est une bonne nouvelle. Mais la mise en place de 5 comités Théodule, un par problème, peut faire craindre l'inaction. J'ai noté la disparition de la grande réforme fiscale et de la croissance verte. Et on peut craindre que l'horizon 2017 pour la baisse des charges s'apparente à un enterrement et que la réduction des dépenses publiques ne soit pas au rendez-vous. Si le président veut crédibiliser le processus sur lequel il se propose d'engager la nation, il peut le faire par une décision immédiate. La baisse immédiate des charges des entreprises de 4 et 6% en renonçant à l'usine à gaz qu'est le CICE et prévoir un vote immédiat à exécution budget 2016 pour le complément de 10 milliards. Enfin, on serait dans quelque chose de clair et dans quelque chose de crédible. Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons toujours affirmé notre opposition constructive. Nous sommes dans l'opposition et nous le restons, et d'ailleurs depuis 18 mois, nous disons la même chose au gouvernement qui commence enfin à nous entendre. Dans l'opposition, certes, mais cela ne nous empêchera pas de soutenir telle ou telle mesure, telle ou telle décision qui iront dans le sens de cette remise en mouvement de notre pays. Il est urgent de réconcilier les Français avec eux-mêmes, avec leur école, leur système fiscal, social, économique, administratif et politique. Pour 2014, nous souhaitons que 3 chantiers soient clairement ouverts et menés à leur terme. Le premier, c'est la rénovation de notre démocratie institutionnelle. Sortir de la République des annonces et des comités pour entrer dans la République de l'exécution concrète des décisions. Pour cela, nous devons raisonner sérieusement sur le fonctionnement de notre Parlement, sur sa représentativité, sa taille et surtout son mode de fonctionnement. Que de parlementaires ici considèrent que les conditions de travail du Parlement sont absolument inouïes et jamais un Parlement n'a été aussi affaibli. Et lorsque un gouvernement est obligé de dire qu'il passera par les décrets et les ordonnances, ça pose le problème du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je pense qu'une réforme en profondeur est indispensable à mener dans un monde qui va à une vitesse folle. Et notre mode de fonctionnement de l'oral et de l'écrit à l'Assemblée n'a plus la vitesse nécessaire pour suivre l'évolution de nos sociétés. Pourquoi ne pas avoir 3-4 plénières en même temps qui permettent de concentrer l'action et les débats et qui permettent que le Parlement puisse être un acteur efficace, immédiat et dégager du temps pour ce qui doit être le rôle du Parlement, qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Contrôle ne veut pas dire suspicion, mais la confiance n'empêche pas le contrôle. Le Parlement français doit être profondément rénové. Deuxième rénovation est celle, évidemment, de notre émiettement de la démocratie sociale. Nous avons besoin d'avoir des partenaires sociaux plus puissants et plus représentatifs. Je ne suis pas convaincu qu'il faille qu'ils soient les principaux gestionnaires des fonds publics de notre pays, dans près de 40 000 organismes paritaires divers et variés, qui empêchent la lisibilité de l'action publique dans tous les domaines. Les plus connus, vous les connaissez tous, la formation professionnelle par exemple, et le logement. L'émiettement du paritarisme, ce n'est pas la contestation du rôle des partenaires sociaux, mais je ne suis pas convaincu qu'ils doivent être les principaux gestionnaires des flux publics de notre pays, 850 milliards, beaucoup plus que l'État, bien entendu, mais qu'ils doivent devenir des partenaires et que nous réinventions la démocratie sociale et le paritarisme. Enfin, la démocratie locale. À l'évidence, la démocratie locale souffre d'un millefeuille administratif. Je ne suis pas convaincu que le débat sur le nombre de régions soit le débat principal. C'est celui de la clause générale de compétence qui fait que tout le monde peut faire tout, tout le monde faisant tout. La complexité, le coût de traitement des dossiers, l'allongement des décisions est tout à fait insupportable. Et enfin,
La démocratie, c'est la gestion des finances au service des populations. Or, la fiscalité locale, vous le savez, est la plus injuste de toutes les fiscalités de notre pays. Voilà 3 grands chantiers: démocratie institutionnelle, démocratie locale et démocratie sociale, qui sont pour l'UDI, pour l'année 2014 et les années qui viennent, évidemment, l'alpha et l'oméga de la remise en mouvement de notre pays. Puis 2014, ça va être les élections municipales. Nous avons des milliers de candidats qui sont engagés dans ces élections municipales, et je les en remercie. C'est probablement le plus beau des mandats, le mandat local. D'ailleurs, toujours dans cette étude du CEVIPOF, c'est le mandat reconnu par les Français, celui qu'ils apprécient le plus, parce que ça force à créer des synergies, ça force à avoir une vision de destin commun, ça force à s'intéresser à toutes les contradictions pour en faire non pas des oppositions, mais des forces créatives. C'est évidemment un mandat formidable, et je pense que nos amis de l'UDI, capables de dépasser certains clivages, sont particulièrement à même de proposer aux Français une gouvernance municipale moderne, républicaine, ouverte, diverse et indispensable. Mais pour nous, 2014, ça va être l'année de l'Europe. L'année de l'Europe, et non pas l'année de la construction européenne. L'année de l'Europe, c'est l'année de l'Europe et c'est l'année de la France. Ne nous y trompons pas, il n'y a que 2 visions possibles. Il y a les enfants et petits-enfants d'André Maginot, ceux qui pensent que des frontières statiques, des barbelés et des bunkers immobiles sont la construction de l'avenir de notre pays. Et ceux qui, en ces temps militaires, croyaient plutôt à l'armée de mouvement, au mouvement et à la motorisation, bref, à l'énergie et aux muscles. Il y a les enfants d'André Maginot, qu'ils se prénomment Jean-Luc, Marine ou quelques autres. Il y a à côté les Européens institutionnels, mais frileux et coupables un peu, pas capables de poser clairement l'enjeu tel qu'il est. Et puis, il y a les Européens convaincus, pas convaincus d'une construction européenne qu'il faut faire évoluer, bien évidemment, redéfinissant bien ce qui est du projet d'intérêt européen qui permet à la France d'agrandir sa propre souveraineté. Car qui peut croire une seconde, que la nouvelle régulation financière indispensable est à l'échelle de la France? Qui peut croire une seconde que les grands enjeux d'optimisation fiscale ne se feront pas de continent à continent? Qui peut croire une seconde que le grand sujet du XXIe siècle, quel est le continent qui sera l'allié de la croissance africaine? Qui peut croire une seconde que ce n'est pas à l'échelle de l'Europe? Qui peut croire une seconde que l'Europe n'est pas un renforcement de la France? Une France forte sur ses fondamentaux, son régalien, son école, sa qualification professionnelle, et une Europe forte. C'est pour ça que nous souhaitons avoir des députés européens chevronnés, au-delà d'un renouvellement qui est par ailleurs nécessaire. Ne vous y trompez pas. Le 25 mai 2014, nous souhaitons que les Français disent non à l'europhobie, non à la peur de l'avenir, non à la peur de l'autre, oui à la défense des valeurs européennes, démocrates, sociales, européennes, à la place de la femme. Nous voulons défendre ces valeurs dans ce grand projet européen. Alors mes amis, pour nous, cette année sera l'année de l'Europe, l'année de la proximité. Il faut le monde du village et de l'Europe. Mais pour nous, ce sera l'année de l'Europe et des Européens. Nous emmènerons des listes aux élections européennes, bien entendu, avec nos amis et nos partenaires. C'est la condition de la marche en avant de notre pays. Vous savez, les peuples d'Europe attendent la France, mais une France qui n'est pas frileuse, une France qui est porteuse de son message universel, bref, une France forte. Il faut que le 25 mai 2014, le peuple de France dise non aux europhobes, dise non à la régression et au repli sur soi. En conclusion, mes chers amis, au début de cette année 2014,
Nous confirmons que nous sommes dans une opposition constructive. Nous confirmons que l'alternative est la seule chance alternative aux politiques menées jusqu'à présent. Nous souhaitons que l'année 2014 soit l'année du mouvement de la France, soit l'année de la réconciliation. Et puisqu'on parle de réconciliation, permettez-moi de faire un double appel solennel au président de la République. La réconciliation, ce sont aussi des symboles. Nous avons tous été meurtris récemment par un certain nombre de situations. Vous savez que l'ONU a décidé que 21 mars de chaque année, il devait y avoir une journée de lutte contre les racismes et toutes les discriminations. Je sais que l'éducation nationale, dans quelques écoles, gouvernements, adresse un signe de temps à autre. Je souhaite profondément que cette année, symboliquement, cette journée soit dans les écoles, au-delà des cours, suspendue pendant une demi-journée consacrée au racisme, à l'autre, à l'enrichissement par l'autre, à la République et à la lutte contre toutes les différences, tous les racismes et toutes les discriminations. Je souhaite que les médias, qui ont un rôle majeur dans la République, que les services publics, radio, télévision, fassent des émissions particulières, une journée particulière de lutte contre les racismes et contre toutes les discriminations, que les organisations syndicales, que les entreprises, que les collectivités locales fassent des actes et des émissions particulières sur ce sujet tout à fait essentiel. Vous savez, la force d'un pays, c'est la force de ses ressources humaines. La réconciliation autour de la République, c'est l'accroissement de la puissance humaine de notre pays. Il ne peut pas y avoir une France qui ne se sente pas dans la République. C'est au-delà du problème moral insupportable. C'est même un problème de vitalité économique pour notre pays. Et puis, le deuxième vœu solennel, je le répète, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais sans succès. Ils sont venus il y a longtemps. Ils sont venus reconstruire notre pays et notre industrie. On les appelle maintenant les Chibani, les anciens. Ils sont venus d'Afrique du Nord, plus grande partie d'Algérie, mais pas seulement. Ils sont venus pour reconstruire notre pays, mais n'ont pas demandé le regroupement familial, car ils souhaitaient repartir. Ils ont acquis quelques droits sociaux pour la retraite. Malheureusement, la législation française, jusqu'à 2007, les obligeait à rester sur notre territoire pour les toucher, à rester dans des conditions insalubres, indignes, parfois dans des logements qu'on appelait à l'époque Sonacotra. Ils sont entre 20 et 100 000 en réalité. Les années passent. Depuis 2007, une loi a été votée à l'unanimité par l'Assemblée et par le Sénat pour qu'ils puissent toucher cette allocation s'ils le souhaitent en retournant au pays. Ce petit décret qui avait été envoyé au Conseil d'État pour avis et publication a été retiré à l'époque. Cela fait 7 ans qu'ils attendent. Je pense que ça serait une bonne manière à l'égard du respect pour eux, du respect pour notre cohésion républicaine, mais du respect à l'égard du Parlement qui s'est engagé, que les décrets d'application pour les Chibani soient enfin publiés. Que l'année 2014 soit une année de mouvement, une année de réconciliation, une année de courage, l'année d'une démocratie institutionnelle, sociale et locale rénovée, condition de l'affirmation d'une France forte dans une Europe réhabilitée. À chacune et à chacun, et à tous ceux qui sont notamment isolés sur notre territoire national, je vous souhaite, l'UDI vous souhaite, une très bonne et très belle année 2014. La maison de la chimie à Paris, le président de l'UDI qui l'a dit, nous sommes dans l'opposition, mais une opposition constructive. Alors maintenant, après les effets d'annonce de François Hollande, Jean-Louis Borloo attend de voir les réalisations concrètes et il a surtout insisté en fait sur l'Europe, plus que finalement sur la conférence de presse de François Hollande.
C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que la priorité pour les centristes, à la fois pour des raisons tactiques et pour des raisons idéologiques, ce sont les élections européennes. Alors c'est une priorité tactique parce que le mode de scrutin est beaucoup moins défavorable puisque c'est de la proportionnelle dans des grandes circonscriptions, donc ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas laminés comme d'habitude sont laminés les centristes et les autres forces extérieures à l'UMP et au PS pendant les scrutins à 2 tours secs. Et donc ça c'est l'opportunité tactique. Et puis le motif idéologique, c'est que la famille politique centriste s'est construite depuis plus d'un demi-siècle sur l'idée du fédéralisme européen des États-Unis d'Europe de Victor Hugo finalement. Et donc s'il y a bien un scrutin qui est sur le fond programmatique favorable aux centristes, c'est celui-là, parce qu'ils ont, comment dire, un positionnement de longue haleine sur l'idée européenne, l'idée fédéraliste européenne. Et opposition constructive, on pouvait s'y attendre, de Jean-Luc Borloo ? Oui, même chose en fait. Un centriste, c'est quelqu'un qui considère fondamentalement que tous les problèmes politiques peuvent tôt ou tard se résoudre en mettant tous les points de vue divergents autour d'une table et en prenant le temps de négocier. Et donc par une longue négociation, une négociation douloureuse si nécessaire, on arrivera à un compromis qui permettra d'atteindre le juste milieu. C'est profondément centriste. Donc c'est tout à fait normal. C'est le cas avec le pacte de responsabilité proposé par François Hollande ? Sur le fond du pacte de responsabilité, alors ça c'est, comment dire, moi ce qui m'inquiète par rapport à ce dispositif, c'est que je ne vois pas d'aspect contraignant en contrepartie de ce qui est consenti aux entreprises. C'est-à-dire que je garde un souvenir... Non mais quant au positionnement de Jean-Luc Borloo. Ah, quant au positionnement de Jean-Luc Borloo, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, en fait... visiblement, donc l'UDI, si j'ai bien compris, serait prête à suivre le gouvernement et suivre la majorité ponctuellement sur les sujets relatifs au pacte de responsabilité. Donc c'est tout à fait possible par rapport à leur positionnement. C'est cohérent en fait avec le fond globalement social-libéral du programme économique et social de l'UDI, puisque c'est compatible avec ce que dit François Hollande. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Merci beaucoup Thomas Guédolé d'avoir répondu à nos questions et d'avoir suivi avec nous donc cette conférence de presse de Jean-Luc Borloo, le président de l'UDI. Voilà, ne ratez pas à 14h parlementaire. Vous retrouverez bien sûr Brigitte Boucher. Très bonne suite des programmes sur LCP.